Je m'appelle Drew Holland, j'ai 32 ans. Il y a 2 mois, la veille de Noël, ma mère m'a déposé avec ma fille de 5 ans devant un refuge pour sans-abri. Ma fille, Lily, serrait son ours en peluche contre elle et m'a regardé en demandant « Maman, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Ma mère ne lui a même pas jeté un regard. Elle a simplement baissé la vitre de sa Mercedes-Benz, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « C'est ici que se trouvent les ratés ». Puis, elle est partie dans la neige, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité comme si elle n'avait jamais été là. Mais voici ce qu'elle ne savait pas, le directeur du refuge se tenait juste derrière sa voiture, et il a reconnu sa plaque d'immatriculation. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire mérite d'être entendue, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment connaître la suite. D'où regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire pour me le dire. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines avant cette nuit-là, au jour où j'ai reçu l'email qui a tout changé. Le 3 décembre a commencé comme n'importe quel autre lundi. Lily était à la maternelle, et j'étais à mon bureau chez Morrison & Associates, en train de clôturer les rapports trimestriels pour un client qui vendait des installations de salles de bain de luxe. Un travail glamour, je sais. Ma boîte de réception a sonné à 14h47. Objet, restructuration organisationnelle, effet immédiat. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne fassent sens. En raison de contraintes budgétaires de fin d'année, votre poste est supprimé. Dernier salaire traité. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets futurs. 8 ans. 8 ans d'heures supplémentaires, à rester tard, à être celle qui trouvait les erreurs de décimales qui auraient coûté des milliers d'euros aux clients. Et il ne pouvait même pas me le dire en personne. Je suis rentré chez moi en pilote automatique, me garant sur le parking de notre immeuble, un modeste 2 pièces dans un complexe qui avait connu de meilleures décennies. Le couloir sentait toujours un peu le chou trop cuit, mais c'était à nous. C'était notre chez nous. Lily avait collé des flocons de neige en papier à la fenêtre, chacun découpé avec l'imprécision déterminée des ciseaux d'une enfant de 5 ans. Notre sapin de Noël, un modèle artificiel de 3 pieds trouvé chez Goodwill, trônait dans le coin, drapé de guirlandes de pop-corn qu'elle avait faites à l'école. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fait ce que je faisais toujours quand tout s'effondrait, des maths. Loyer, 1450 €, dû le 1er janvier. Économie, 2300 €. Allocation chômage, en attente, cela pourrait prendre des semaines. Je calculais combien de temps nous pourrions survivre avec du riz et des haricots quand mon téléphone a vibré à nouveau. Un expéditeur différent cette fois, mon propriétaire. Madame Holland, comme indiqué dans la correspondance précédente, l'immeuble a été vendu. Tous les locataires doivent libérer les lieux sous 30 jours. Veuillez confirmer la réception. J'ai fixé l'écran, puis les flocons de Lily, puis à nouveau l'écran. 30 jours. Nous avions 30 jours. Et quelque part, au fond de mon esprit, une pensée a surgi sans invitation, il y a toujours la maison de grand-père. Mais cette pensée venait avec des complications que je n'étais pas prête à affronter. J'ai attendu que Lily s'endorme avant de passer l'appel. Certaines conversations ne devraient pas avoir de public. Ma mère a décroché à la 4e sonnerie. Drew. Pas une question, pas une salutation, juste mon nom. Plat comme le bitume. Salut, maman. Je dois te parler de quelque chose. J'ai expliqué la situation, le travail, l'appartement, le timing. J'ai gardé une voix calme, professionnelle, comme si je présentais des résultats trimestriels. Au lieu de mendier de l'aide. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas coupé. Je vais y réfléchir, a-t-elle finalement dit. J'ai fermé les yeux. La maison de ma mère, celle où elle s'était installée après le départ de papa, celle qu'elle avait rénovée 3 fois avec l'argent de son divorce, avait 4 chambres. 4. Elle y vivait avec ma sœur Brooke, le mari de Brooke, Tyler, et assez de surface pour organiser un petit mariage. La chambre d'amis, ai-je dit, juste le temps de trouver un nouveau job. Quelques semaines, peut-être un mois. J'ai dit que j'y réfléchirais. Son ton s'est durci, puis, presque négligemment, as-tu envisagé de vendre la maison de grand-père? J'ai serré le téléphone plus fort. La maison de grand-père. Le petit cottage d'artisan qu'il m'avait laissé à son décès il y a 2 ans. La seule chose dont j'avais hérité.
La seule preuve que quelqu'un dans ma famille avait cru que je valais quelque chose. Je ne peux pas la vendre, maman. Tu le sais. Le testament dit que je ne peux pas transférer la propriété avant 5 ans sans mon consentement écrit en tant qu'unique héritière. L'avocat a expliqué, ton grand-père était sentimental. Sa voix aurait pu givrer du verre. Tu es idiote. Cette maison est vide et ne sert à rien. Ce n'est pas une question de viens à la maison demain. Nous devons discuter des options. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Option. La façon dont elle l'a dit m'a retourné l'estomac. La maison de ma mère se trouvait au bout d'une impasse à Willowbrook Estate, là où les pelouses étaient professionnellement entretenues et où l'association des propriétaires envoyait des lettres passives-agressives sur la couleur des boîtes aux lettres. J'ai garé ma Honda de 12 ans dans l'allée circulaire, douloureusement consciente de la tache d'huile qu'elle laissait probablement sur les pavés importés. Lily a serré ma main alors que nous marchions vers la porte. Maman, pourquoi la maison de mamie sent-elle le magasin? Ce sont juste des bougies parfumées, bébé. Brooke a ouvert la porte. Ma jeune sœur, 28 ans, mèche blonde, pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel de course, m'a regardé comme on regarde une tache sur un tapis blanc. Drew. Elle s'est penchée vers Lily avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, elle a tellement grandi. Entrez, entrez. Le hall seul était plus grand que tout mon salon. Un sapin de Noël de 10 pieds dominait l'espace, décoré professionnellement en argent et blanc avec des ornements qui correspondaient à la photo du catalogue Pottery Barn dont ils avaient été copiés. L'air sentait le J.O. Malone, le pin et l'eucalyptus, si je me souvenais bien de la seule fois où j'avais erré dans leur boutique avant de fuir devant les étiquettes de prix. Tyler était assis dans le salon, ordinateur ouvert, mâchoire serrée. Mon beau-frère était le genre d'homme qui se présentait comme PDG d'une start-up tech dans les 30 secondes suivant une rencontre. Il m'a adressé un signe de tête sans lever les yeux, mais j'ai capté quelque chose dans son expression, un reflet de calcul. D'intérêt. Étrange. Drew, ma chérie. Ma mère est descendue de l'escalier courbe dans une robe portefeuille en soie, coupe de champagne à la main. À 61 ans, Patricia Holland avait l'air d'avoir conclu un pacte avec un dermatologue très cher. Assieds-toi. Parlons. Je me suis assise sur leur canapé d'angle restauration hardware à 15 000 € et je me suis senti comme une tâche qu'ils avaient hâte d'effacer. Ma mère ne croyait pas au bavardage. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de moi comme une reine prenant son trône et est allée droit au but. Tu peux rester ici temporairement. Elle a fait une pause, laissant le mot temporairement flotter comme une menace. Si tu acceptes de transférer la maison de grand-père à une fiducie familiale. J'ai cligné des yeux. Quelle fiducie familiale? Tyler a levé les yeux de son ordinateur pour la première fois. C'est simple, en réalité. Une structure juridique qui permettrait à la famille de gérer la propriété collectivement. C'est plus efficace ainsi. Brooke s'est penché en avant, la voix enrobée d'une douceur artificielle. L'entreprise de Tyler a besoin d'une garantie pour un prêt. La maison est là, Drew. Tu ne l'utilises même pas. J'ai senti Lily bouger à côté de moi, confuse par la tension qu'elle ne comprenait pas. J'ai posé ma main sur son genou. Tout va bien, bébé, et j'ai regardé ma mère. Grand-père m'a laissé cette maison à moi précisément. Il voulait que je l'aie. Ton grand-père était sentimental à ton égard. La lèvre de ma mère s'est retroussée légèrement. Il a toujours eu un faible pour les laissés pour compte. Le mot a frappé comme une gifle. Laissés pour compte. Comme si m'aimer était un défaut de caractère. Le testament contient une clause de protection, ai-je dit, en gardant une voix ferme. Pas de transfert de propriété pendant 5 ans sans mon consentement écrit explicite. L'avocat de la succession l'a expliqué clairement. Grand-père a ajouté cette disposition spécifiquement pour empêcher la famille d'aider la famille, a interrompu Brooke. C'est de la paranoïa. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu le désespoir briller sous le botox. La start-up de Tyler devait être en plus mauvais état que je ne le pensais. Je ne signerai rien. Ma mère a posé sa coupe de champagne avec un clic précis. Alors je ne peux pas t'aider. Débrouille-toi toute seule. Alors que je ramassais le manteau de Lily, j'ai entendu Tyler chuchoter à Brooke derrière nous, donne-lui une semaine. Elle reviendra en rampant. J'ai serré la main de Lily plus fort et j'ai passé la porte.
Les 2 semaines suivantes se sont brouillées dans une brume de mai de refus et de chiffres qui fondaient. J'ai postulé à 43 postes de comptable. 2 m'ont rappelé. Les 2 ont dit qu'ils garderaient mon CV dans leur dossier, ce qui, en langage d'entreprise, signifie ne nous contacter plus jamais. Le problème avec la recherche d'emploi en décembre, c'est que personne n'embauche avant les fêtes. Tout le monde tourne avec des équipes réduites en essayant de boucler l'année en cours. Rappelez en janvier, disaient-ils tous, comme si le loyer de janvier allait se payer tout seul. Mes économies se sont envolées. 2300 € sont devenus 1800 € après les courses. Puis 1400 € après la facture d'électricité. Puis 1100 € après avoir essayé de verser une caution pour un nouvel appartement, demande refusée parce que je ne pouvais pas fournir de preuve d'emploi. J'ai appelé des amis, des gens connus depuis la fac, des collègues qui avaient juré de garder le contact. Tout le monde avait une excuse. On fait des travaux. Ma belle-mère vient nous voir. Notre bail n'autorise pas d'invités à long terme. Le 20 décembre, il me restait 400 € et plus d'adresse légale après le 31. La réponse logique n'arrêtait pas de me chuchoter à l'oreille, la maison de grand-père. Mais la maison se trouvait à 60 km de la ville, dans une zone rurale sans transport public. J'aurais eu besoin d'une voiture pour emmener Lily à l'école et pour me rendre à des entretiens d'embauche. Et l'endroit avait besoin de réparation. Le toit fuyait, le chauffage était capricieux, et l'épicerie la plus proche était à 20 minutes de route. Ce n'était pas une solution, c'était un piège déguisé en refuge. La veille de Noël est arrivée avec une pluie glaciale et une ultime option désespérée. J'ai avalé ce qui restait de ma fierté et j'ai appelé ma mère. « S'il te plaît, » ai-je dit, juste le temps que je trouve un emploi. Lily ne comprend pas pourquoi nous devons quitter notre maison. Le silence a duré 3 battements de cœur. Très bien, a dit ma mère. Je passerai te prendre à 18 h. J'aurais dû me méfier au lieu de me sentir soulagé. La Mercedes s'est garée à 18 h pile. Ma mère était la ponctualité même. Lily sautillait sur place à côté de moi, serrant son ours en peluche. Est-ce que mamie nous emmène chez elle? Est-ce qu'il y aura du chocolat chaud? On verra, ma chérie. J'ai chargé notre valise, l'unique valise contenant tout ce qui comptait, dans le coffre. L'intérieur en cuir sentait la voiture neuve et le Chanel numéro 5 de ma mère. Une plaque personnalisée brillait sous le lampadaire, Palladium. Nous avons roulé en silence à travers les rues étincelantes de lumière de Noël. Lily pressait son nez contre la vitre, comptant les Pères Noël gonflables. J'observais le trajet et, doucement, un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Ce n'était pas le chemin vers Willowbrook Estate. Maman, où allons-nous? Elle n'a pas répondu. La voiture a tourné sur Arbor Street, passant devant des vitrines closes et un magasin de spiritueux avec des barreaux aux fenêtres. Finalement, elle s'est arrêtée devant un bâtiment en briques de 3 étages. Une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte indiquait « New Hope House, refuge d'urgence ». Maman, ma voix était méconnaissable. « C'est quoi, ça ?» Elle a appuyé sur un bouton et la vitre s'est abaissée. L'air froid s'est engouffré. « C'est ici que se trouvent les ratés. » Elle l'a dit sans se retourner, sans regarder Lily, sans une once d'hésitation. Peut-être que quelques nuits ici t'apprendront à prendre de meilleures décisions. Mamie? La voix de Lily était minuscule. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Ma mère n'a pas répondu. Elle faisait déjà signe de descendre. Je ne me souviens pas avoir ouvert la porte. Je ne me souviens pas avoir sorti notre valise du coffre. Je me rappelle seulement être resté sur le trottoir sous la pluie verglaçante, tenant la main de Lily, regardant les feux arrière disparaître au coin de la rue. Et puis, une voix derrière moi, calme et profonde, cette plaque d'immatriculation. Je connais cette voiture. Je me suis retourné. Un homme dans un caban bleu marine se tenait sur le seuil du refuge, fixant la rue où ma mère s'était volatilisée. L'homme s'est avancé dans la lumière du Porsche. Il avait la cinquantaine, des cheveux gris coupés courts et le genre de visage qui suggérait qu'il avait vu assez de misère pour la reconnaître chez les autres. « Je suis désolé », a-t-il dit, son regard passant de moi à Lily. C'était difficile à voir. « S'il vous plaît, entrez. Je suis Marcus Whitfield, le directeur ici. » La chaleur du bâtiment nous a enveloppés comme une étreinte. Ce n'était pas luxueux, des sols en linoléum usé, des néons,
une légère odeur de désinfectant industriel et de soupe aux légumes. Mais c'était sec, c'était sûr, et sur le moment, c'était suffisant. Marcus nous a conduites dans un petit bureau encombré de dossiers et de dessins d'enfants scotchés au mur. Il a posé des questions douces, nos noms, combien de temps nous devions rester, si nous avions des besoins médicaux immédiats. J'ai répondu en mode automatique, une moitié de mon cerveau encore gelé sur ce trottoir. C'est ici que se trouvent les ratés. Drew. La voix de Marcus m'a ramené au présent. Je dois vous demander quelque chose, et j'espère que vous me pardonnerez si cela semble indiscret. La femme qui vous a déposé, Patricia Holland, quel est votre lien avec elle? J'ai dégluti avec peine. C'est ma mère. Quelque chose a changé dans son expression. Il s'est adossé à sa chaise, les doigts joints. Madame Holland est membre du conseil d'administration de la Hope Harbor Foundation, a-t-il dit lentement. C'est l'organisation à but non lucratif qui finance partiellement ce refuge. Il a marqué une pause. J'en suis le donateur fondateur. Je l'ai fixé. Je ne comprends pas. Cette Mercedes. Il a désigné la fenêtre, vers la rue. Je me souviens quand elle a été achetée. 85 000 € facturés sur le budget d'aide de la fondation. Sa mâchoire s'est serrée. C'était censé être une camionnette pour transporter les sans-abri à leurs rendez-vous médicaux. D'une manière ou d'une autre, c'est devenu un véhicule de luxe personnel. La pièce a semblé vaciller. J'attendais une preuve, a dit Marcus doucement. Je pense que vous venez de me la donner. Notre chambre était petite. 2 lits jumeaux avec des cadres en métal, une table de nuit, une fenêtre qui donnait sur une ruelle. Quelqu'un avait placé un minuscule sapin de Noël artificiel dans le coin, pas plus grand que Lily, décoré d'étoiles en papier. Maman. Lily s'est assise sur le bord de son lit, son ours serré contre sa poitrine. C'est notre nouvelle maison. Je me suis agenouillé près d'elle, écartant une mèche de cheveux de son front. C'est temporaire, ma chérie, juste le temps que maman règle quelques affaires. Elle a considéré cela avec le sérieux dont seul une enfant de 5 ans est capable. Puis, elle a fouillé dans son sac à dos, celui avec les princesses qu'elle avait tenu à emporter, et a sorti une feuille de papier de couleur pliée. J'ai fait ça à l'école pour toi. Je l'ai déplié avec précaution. Des traits de crayon, des lettres tremblantes, une maison pour maman. Sur le dessin, une petite maison jaune trônait sous un soleil souriant. 2 silhouettes se tenaient devant, une grande et une petite, main dans la main. Ma gorge s'est serrée. C'est magnifique, bébé. La maîtresse a dit de dessiner ce qu'on voulait que le Père Noël nous apporte. Lily a pointé la maison jaune. Je veux une maison d'où personne ne peut nous forcer à partir. Je l'ai prise dans mes bras pour qu'elle ne voie pas mon visage, car je ne pouvais pas la laisser me voir pleurer. J'avais passé 2 semaines à tenir le coup à force de ténacité et de calcul. Et là, assise sur un lit de refuge la veille de Noël, j'ai fini par craquer. J'ai pleuré en silence, le visage enfoui dans ses cheveux, tandis que Lily me tapotait le dos comme je l'avais vu tapoter son ours en peluche quand elle faisait semblant qu'il était triste. Quand elle s'est enfin endormie, j'ai regardé sa respiration calme. Et j'ai fait une promesse, pas à voix haute, mais quelque part au fond de moi, là où vivent les serments, je ne laisserai plus jamais personne te faire sentir que tu ne vaux rien. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brooke, tu l'as cherché. Ne nous contacte plus. J'ai retourné le téléphone face contre terre et j'ai fixé les étoiles en papier sur le petit sapin jusqu'au matin. Le matin de Noël dans un refuge pour sans-abri est plus calme qu'on ne l'imagine. Des bénévoles sont venus apporter des cadeaux pour les enfants. Lily a eu un cahier de coloriage et un lapin en peluche qu'elle a immédiatement nommé Snowflake. Elle n'a pas posé de questions sur la maison de mamie ou sur le chocolat chaud. Elle n'a posé aucune question du tout. C'était pire, d'une certaine manière. Vers midi, alors que Lily coloriait à côté de moi dans la salle commune, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Le dernier post de Brooke a envahi mon écran. Une photo mise en scène professionnellement devant le sapin de 10 pieds de ma mère. Patricia en cachemire crème, des perles au cou. Brooke dans une robe en velours rouge, le bras de Tyler autour de sa taille. Tous les 3 rayonnant comme dans un catalogue de Noël pour familles riches. Légende, reconnaissante pour la famille. Joyeux Noël de la part des Holland. J'ai zoomé, incapable de m'arrêter. 6 chaussettes pendaient à la cheminée en marbre, Patricia, Brooke,
Tyler, bébé 2026. Brooke était enceinte et 2 autres noms que je ne connaissais pas. Des chiens, peut-être. Aucune n'indiquait Drew. Aucune n'indiquait Lily. Les commentaires aggravaient la douleur. Magnifique famille. Le rêve. Et puis, depuis le compte vérifié de la Hope Harbor Foundation, joyeuse fête à notre dévoué membre du conseil d'administration, Patricia Holland. Votre générosité nous inspire tous. Jerry. Un son amer qui a fait lever les yeux de Lily. Maman, qu'est-ce qui est drôle? Rien, bébé. Juste une image idiote. Mais rien n'était drôle. Ma mère avait passé le réveillon de Noël à jeter sa fille et sa petite-fille dans un refuge, puis avait passé le matin de Noël à poser pour des photos qui la faisaient passer pour une sainte. Et le monde applaudissait. J'ai fermé Instagram et regardé Lily colorier son lapin en violet. Snowflake, avait-elle décidé, était un lapin magique qui vivait dans un château où personne ne pouvait être méchant. J'aurais aimé vivre là-bas, moi aussi. Marcus m'a trouvé le lendemain matin, assis seul dans la petite cour du refuge, regardant ma respiration faire de la buée dans l'air froid. Il m'a tendu une tasse de café, du vrai café, pas le jus de chaussette industriel, et s'est assis sur le banc à côté de moi. J'ai fait quelques vérifications, a-t-il dit, après que vous m'avez donné votre nom hier soir. J'ai serré la tasse entre mes mains, sans rien dire. Patricia Holland a rejoint le conseil d'administration de la Hope Harbor Foundation il y a 3 ans. Elle a fait un don de 50 000 € pour obtenir ce poste. C'est le ticket d'entrée standard pour les riches donateurs qui veulent une place à table. Il a marqué une pause. Depuis, il y a eu des irrégularités. La voiture, c'est le cas le plus flagrant, mais il y en a d'autres. Des notes de frais qui ne collent pas. Des frais de conseil payés à une entreprise qui semble n'exister que sur le papier. Il a cherché dans son manteau et a sorti une feuille de papier pliée. Un email de notre secrétaire de direction, Sandra Davis, qui lui avait été envoyé il y a 6 mois. Je n'avais pas agi à l'époque car je n'avais pas de preuves corroborantes. Il me l'a tendu. Je l'ai lu 2 fois, mon pouce accélérant. Monsieur Whitfield, je suis préoccupé par l'achat du véhicule approuvé le trimestre dernier. Selon la facture, il devrait s'agir d'un Ford Transit pour les maraudes, mais l'immatriculation que j'ai traitée hier concerne une Mercedes-Benz classe E. Et elle est enregistrée au nom personnel de Madame Holland, pas au nom de la fondation. Pourquoi n'avez-vous rien fait? J'ai essayé. J'ai demandé un audit lors de la réunion suivante. 3 autres membres, tous des amis personnels de votre mère, m'ont bloqué. Ils ont dit que j'étais paranoïaque, que Patricia Holland était un pilier de la communauté. Son voix s'est durcie. Mais selon nos statuts, en tant que donateur fondateur, j'ai le droit d'exiger un audit indépendant si je peux présenter des preuves de faute financière. Il m'a regardé directement. Vous l'avez vu vous jeter ici. Vous pouvez témoigner de son caractère. Et j'ai cet email. Ce que je vous demande, c'est si vous voulez m'aider à l'arrêter. Avant que je ne puisse répondre à Marcus, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais l'indicatif était local. Madame Holland, ici Jennifer Rowe du cabinet Baxter & Associates. J'appelle au nom de la fiducie familiale Holland. Je me suis écarté de Marcus, le cœur battant à tout rompre. Je ne sais rien d'une fiducie familiale Holland. Je vois. Eh bien, vous recevrez un courrier recommandé sous peu, mais je voulais vous passer un appel de courtoisie. Sa voix était nette, professionnelle, totalement dénuée de chaleur. La fiducie demande que vous cédiez la propriété située au 742 Maple Lane, l'ancienne résidence de votre grand-père, afin de faciliter la consolidation du patrimoine familial. Si vous vous exécutez sous 14 jours, la fiducie est prête à vous offrir une compensation unique de 10 000 €. 10 000 € pour une maison expertisée à 380 000 €? Et si je ne signe pas? Un silence. La fiducie sera forcée d'explorer d'autres voies légales. Les litiges immobiliers peuvent être longs, coûteux et stressants pour toutes les parties, surtout pour celles ayant des ressources limitées. La menace est restée suspendue comme de la fumée. Je ne signe rien. C'est votre choix, bien sûr, mais Madame Holland. Son ton s'est adouci, devenant presque compatissant. Considérez votre situation. Vous êtes sans emploi. Vous vivez dans un refuge pour sans-abri avec un jeune enfant. Une bataille juridique serait difficile pour vous.
l'offre de la fiducie est plus que généreuse dans ces circonstances. J'ai raccroché sans dire au revoir. Quand je me suis retourné, Marcus m'observait avec un regard entendu. Ils tournent autour de leur proie, ai-je dit. Ma mère, ma sœur, elles veulent la maison de mon grand-père pour que Tyler puisse l'utiliser comme garantie pour un prêt. Elles m'ont offert 10 000 € pour une propriété qui en vaut presque 400 000. Elles pensent que je suis assez désespéré pour accepter. Marcus est resté silencieux un moment. Puis, l'êtes-vous? J'ai pensé au dessin de Lily. Une maison d'où personne ne peut nous forcer à partir. Non, ai-je répondu. Je suis assez en colère pour me battre. 2 jours plus tard, ma sœur a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une part de moi, celle qui se souvenait encore du temps où l'on partageait une chambre, où l'on s'empruntait nos vêtements et où l'on se chuchotait des secrets tard le soir, m'a poussé à décrocher. Drew? La voix de Brooke était plus douce que prévu. Fatigué. Est-ce qu'on peut parler? Vraiment se parler? Je t'écoute. La façon de faire de maman était mauvaise. Je le sais. Te déposer dans ce refuge. Elle a lâché un soupir. C'était trop. J'ai attendu. Mais Drew, tu dois comprendre. L'entreprise de Tyler et les choses vont mal. Vraiment mal. Il doit 500 000 €. Les investisseurs se sont retirés. La banque a rejeté notre demande de prêt. Sa voix s'est brisée. S'il ne trouve pas de solution, on perd tout. La maison, les voitures, toute notre vie. Alors tu veux que ce soit moi qui perde tout à la place. Ce n'est pas comme ça. Elle pleurait maintenant, ou presque. La maison est là, Drew. Tu n'y habites même pas. Nous avons besoin d'une garantie. Une signature et Tyler peut obtenir le prêt. Tu la récupérerais à la fin. Ah bon? Silence. Brooke. J'ai gardé ma voix stable, même si mes mains tremblaient. Toi et maman voulaient que je risque l'unique héritage de ma fille, la seule chose que j'ai à lui transmettre, pour sauver l'entreprise foireuse de ton mari, une entreprise qu'il a coulée avec ses propres décisions. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. J'ai entendu sa respiration s'accélérer, et quand elle a repris la parole, la douceur avait disparu. Maman a dit que si tu ne signais pas, elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de mère tu es, à vivre dans un refuge avec ton enfant. Les services sociaux pourraient être intéressés. La ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone dans ma main et, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose d'autre que de la peur ou du désespoir. J'ai ressenti de la clarté. La menace de Brooke n'était pas vaine. 2 jours plus tard, j'ai découvert exactement ce que signifiait les autres voies légales. Marcus m'a appelé dans son bureau, le visage sombre. Vous avez reçu quelque chose aujourd'hui. Je voulais que vous le voyiez en ma présence. C'était l'impression d'un email transféré depuis le compte administratif du refuge. Un citoyen inquiet avait déposé un signalement auprès des services de protection de l'enfance, alléguant qu'une femme nommée Drew Holland soumettait son enfant mineur à des conditions de vie dangereuses et instables en résidant dans un refuge. L'adresse email de l'expéditeur était anonyme, mais la signature en bas indiquait « Soumis via le portail de signalement communautaire de la Hope Harbor Foundation ». Ma mère utilisait sa propre œuvre de charité comme une arme contre moi. Ils ne peuvent pas vraiment me prendre Lily, n'est-ce pas? Ma voix est sortie plus frêle que je ne l'aurais voulu. Non. Le ton de Marcus était ferme. Vous êtes dans un refuge d'urgence agréé. Vous avez un emploi. Enfin, vous en cherchez un. Votre enfant est nourri, habillé, scolarisé. Les services sociaux peuvent enquêter, mais ils ne trouveront rien de répréhensible. Il a marqué une pause. J'ai déjà parlé à une assistante sociale que je connais. Elle a accepté d'avancer la visite à domicile pour que vous ne restiez pas dans l'incertitude. 3 jours plus tard, une femme nommée Teresa s'est présentée avec un porte-bloc et un regard bienveillant. Elle a parlé à Lily de l'école. Elle a regardé notre chambre, nos affaires, nos visages. Elle a coché des cases sur un formulaire. Vous vous en sortez bien, m'a-t-elle dit doucement avant de partir. Mieux que bien, vu les circonstances. Mais Madame Holland, elle a jeté un regard vers la porte du refuge. Quiconque a déposé ce rapport ne le fait pas par souci pour votre fille.
La plainte provient d'une adresse IP associée à une organisation à but non lucratif du centre-ville, la Hope Harbor Foundation. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Ma mère n'essayait pas seulement de me prendre ma maison. Elle essayait de me prendre ma fille. Et soudain, la question de Marcus d'il y a quelques jours a résonné dans mon esprit, voulez-vous m'aider à l'arrêter? Oui. Oh que oui. Laissez-moi faire une pause ici un instant. Si vous vous dites, c'est impossible, c'est de la folie, je vous comprends. Je l'ai vécu et j'ai encore du mal à y croire. Mais c'est là que tout a commencé à basculer. Avant que je ne continue, que pensez-vous que j'aurais dû faire? Signer les papiers pour avoir la paix ou me battre? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Le lendemain matin de la visite des services sociaux, j'étais assise face à Marcus dans son bureau avec un bloc-notes juridique et un plan qui prenait forme. J'arrête de fuir, ai-je dit. De quoi avons-nous besoin? Marcus s'est penché en avant, les doigts croisés. Les statuts de la Fondation, article 7, accordent aux donateurs fondateurs le droit d'exiger un audit indépendant dès qu'il existe des preuves documentées de malversation financière. J'ai des soupçons depuis des années, mais les amis de Patricia au conseil m'ont toujours bloqué. Maintenant, j'ai l'email de Sandra pour la voiture. Et je vous ai, vous. Moi. Un témoin de sa moralité. Quelqu'un qui peut témoigner que la femme qui accepte les prix de philanthrope de l'année a abandonné sa propre petite fille dans un refuge le soir de Noël. Il a marqué une pause. Mais il nous faut plus. L'email seul pourrait être balayé comme une simple erreur administrative. Nous avons besoin de l'immatriculation du véhicule prouvant que la voiture est à son nom, pas à celui de la Fondation. C'est un document public, n'est-ce pas? Via la préfecture. Exact. Mais le traitement prend 5 à 7 jours ouvrables. Il a tapoté son bureau. Le gala annuel de la Fondation a lieu dans 4 jours. C'est là qu'il remet à Patricia son prix. 4 jours. Ce n'est pas assez. Il y a un autre moyen, a dit Marcus lentement. Sandra Davis, la secrétaire du conseil qui m'a envoyé l'email original. Elle a toujours accès aux archives de la Fondation, y compris les documents internes pour l'achat de la Mercedes. Est-ce qu'elle nous aiderait? Elle cherche une raison de le faire. Patricia la traite comme une servante. Je l'ai vue lors des réunions. La question est de savoir si elle est prête à risquer son emploi. J'ai pensé à Lily, endormie dans notre petite chambre avec son sapin en papier. J'ai pensé à la voix de ma mère, c'est ici que se trouvent les ratés. Appelez-la, ai-je dit. On va bien voir. Marcus a décroché son téléphone. Sandra Davis a accepté de nous rencontrer dans un café à 3 pâtés de maison du bureau de la Fondation. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, la quarantaine, avec des mains nerveuses qui ne cessaient de replacer ses couverts. Je ne peux pas rester longtemps avec vous, a-t-elle dit, touchant à peine à son café. Patricia a des yeux partout. Si elle apprend que je vous parle. Nous comprenons, a dit Marcus. Nous avons juste besoin de savoir si vous pouvez accéder aux documents originaux de l'achat de la Mercedes. Sandra a hoché la tête par saccade. Je les ai. J'ai gardé des copies de tout après qu'elle m'a forcé à remplir ses rapports de dépenses. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais elle m'a jeté un regard. Vous êtes sa fille? Oui. Elle parle de vous, parfois, lors des réunions du conseil. La voix de Sandra est descendue d'un ton. Pas de façon très aimable. J'ai encaissé le coup et j'ai enchaîné, pouvez-vous nous obtenir ces documents avant le gala? C'est là qu'est le problème. Les mains de Sandra se sont serrées sur sa tasse. Patricia sait que quelqu'un pose des questions. Elle a convoqué une réunion d'urgence hier. Il réorganise les archives financières, ce qui signifie détruire tout ce qui est compromettant. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Elle efface ses traces. Il y a plus, a ajouté Sandra en sortant son téléphone pour nous montrer un écran. Elle a déposé des documents hier pour transférer la Mercedes au nom de la Fondation, avec un effet rétroactif en octobre. Mon estomac s'est noué. Elle peut faire ça? Le bureau des immatriculations finira par traiter la demande. Mais Sandra a regardé Marcus. L'email que je vous ai envoyé il y a 6 mois, celui qui documente l'achat original cet horodatage ne peut pas être falsifié.
Et je vous les transférer depuis mon compte personnel avant qu'elle ne puisse supprimer les copies de la fondation. Marcus a expiré lentement. Donc, nous avons l'email, la preuve d'origine. Elle peut antidater tous les papiers qu'elle veut, elle ne peut pas changer ce qui est déjà dans ma boîte de réception. Exactement. Sandra s'est levée brusquement, laissant son café intact. Je dois y aller. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus. J'ai une famille. Vous en avez fait assez, ai-je dit. Merci. Elle avait disparu avant même que je ne finisse ma phrase. Le lendemain matin, Sandra a appelé. Sa voix tremblait. Je ne peux plus vous aider. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Patricia le sait. Elle sait que j'ai parlé à quelqu'un. La respiration de Sandra était rapide, paniquée. Elle m'a appelé dans son bureau hier. Elle a dit qu'elle avait remarqué des irrégularités dans mon travail. Elle a dit que si je voulais garder mon poste, je devais me rappeler où se situaient mes loyautés. J'ai fermé les yeux. Sandra, j'ai 2 enfants, Drew. Je suis mère célibataire. Je ne peux pas perdre ce job. Elle pleurait désormais. Elle gagne. Elle gagne toujours. Les gens comme elle. Ils ont les avocats, les relations et l'argent. On n'a aucune chance. Je comprends, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je ne pouvais pas lui demander de sacrifier la sécurité de sa famille pour mon combat. Merci d'avoir essayé. Un long silence, puis elle a repris plus bas, l'email que j'ai envoyé à Marcus, il est toujours dans sa boîte. L'horodatage d'origine, les métadonnées d'origine. Et Drew, sa voix s'est raffermie un peu. Je lui ai aussi transféré l'immatriculation de la voiture. Celle d'avant qu'elle ne commence à tout antidater. Tout est là. La ligne a coupé. J'ai trouvé Marcus dans la cuisine du refuge, en train d'aider un bénévole à décharger des courses. Son expression, quand il a vu mon visage, m'a dit qu'il se doutait déjà de la nouvelle. Sandra se retire, ai-je dit. Patricia a menacé son emploi. Il a hoché la tête lentement, posant une boîte de conserve. Je m'y attendais un peu. Mais elle a confirmé, tout ce qu'elle vous a envoyé est toujours dans votre boîte. L'email sur l'achat, l'immatriculation originale, tout est horodaté avant que Patricia ne puisse trafiquer quoi que ce soit. Les yeux de Marcus se sont éclairés. Alors nous avons toujours nos preuves. Mais plus de témoins. Si Sandra ne témoigne pas, nous n'avons pas besoin de son témoignage. Il a souri, avec un éclat presque féroce dans le regard. Nous avons juste besoin que les documents parlent d'eux-mêmes. Et Drew? Il a sorti son téléphone. J'ai passé quelques appels. 2 autres membres du conseil ont accepté de soutenir une motion d'audit si nous pouvons présenter les preuves publiquement. Lors du gala. L'invitation est arrivée au refuge le lendemain. Un carton épais couleur crème, des lettres en relief, mon nom écrit dans une calligraphie si précise qu'elle ne pouvait être que professionnelle. La Hope Harbor Foundation invite cordialement Madame Drew Holland à son gala d'hiver annuel. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. À l'intérieur, un mot manuscrit sur le papier personnel de ma mère, monogrammé bien sûr, Drew, je veux te donner une dernière chance de faire partie de cette famille. Viens au gala, signe les papiers. Tout cela peut se terminer agréablement. Amen Lily. Qu'elle voit ce qu'elle pourrait avoir. Ta mère. Je l'ai montré à Marcus. Ses sourcils se sont levés. Elle utilise le gala comme une scène, a-t-il dit. Elle veut te mettre la pression pour que tu signes devant témoins. Faire passer ça pour une réconciliation familiale touchante. De la bonne com. Une séance photo. L'amertume dans ma voix m'a surprise moi-même. La mère pardonne à sa fille égarée. Elle l'accueille de nouveau dans le cercle. Parfait pour la newsletter de la fondation. Elle ne sait pas qu'on prépare quelque chose? Non. J'ai regardé à nouveau l'invitation, cette écriture élégante traçant mon nom comme s'il y avait sa place. Elle pense que je suis vaincu. Désespéré. Prête à revenir en rampant pour accepter les miettes qu'elle m'offrira. Marcus a sorti une invitation identique de la poche de sa veste. Les donateurs fondateurs sont automatiquement invités. J'ai assisté à chaque gala depuis la création de la fondation. Il a marqué une pause.
Elle s'attendra à me voir. Elle ne s'attendra pas à me voir avec vous. J'ai pensé à ma mère sur cette scène, acceptant son prix, savourant les applaudissements. J'ai pensé à son visage quand la vérité éclaterait. Elle veut un spectacle, ai-je dit lentement. Donnons-lui en un. Marcus a hoché la tête. Le gala est dans 2 jours. Nous devrions nous préparer. Nous avons passé les 48 heures suivantes à monter notre dossier comme des comptables préparant l'audit le plus important du monde. Marcus a contacté les 2 membres du conseil qui avaient accepté de nous soutenir, Richard Okonkwo, un juge à la retraite qui s'était méfié de l'influence de Patricia, et Eleanor Whitmore, une veuve âgée dont la famille donnait à la fondation depuis 3 générations. Tous 2 avaient des doutes qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Si vous présentez publiquement des preuves de détournement de fonds, a dit Richard à Marcus par haut-parleur, Eleanor et moi soutiendrons la motion d'audit, mais cela doit être irréfutable. Patricia a trop d'alliés au conseil pour se contenter de moi. J'ai passé des heures à organiser nos munitions, l'email de Sandra documentant l'achat de la Mercedes au nom personnel de Patricia, l'immatriculation originale horodatée avant toute modification, les extraits surlignés des statuts de la fondation. En particulier l'article 7 et une chronologie des événements, depuis l'achat de la voiture jusqu'aux tentatives de pression de ma mère. Le soir précédant le gala, Lily m'a regardé sortir la seule robe que je possédais, une simple robe fourreau bleu marine que j'avais glissée dans notre valise, froissée mais propre. Maman, on va voir mamie? Je me suis agenouillé près d'elle pour lisser ses cheveux. Oui, bébé. On va à une fête. Est-ce que mamie sera gentille cette fois? La question m'a brisé le cœur. Mon enfant de 5 ans avait appris à s'attendre à de la méchanceté de la part de sa grand-mère. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas acceptable. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, j'ai besoin que tu saches une chose, le comportement de mamie n'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Et maman va s'assurer que plus personne ne nous traite ainsi. Lily a réfléchi à mes paroles avec ses yeux sérieux. Puis, elle a hoché la tête et m'a tendu son ours en peluche. Pour te porter chance, a-t-elle dit. Je l'ai serré comme une armure. Je n'arrivais pas à dormir. Lily s'était endormie depuis des heures, une main posée sur Snowflake, son lapin magique. Le sapin de Noël en papier projetait de petites ombres sur le mur, et je restais éveillé à fixer le plafond, en remettant tout en question. Est-ce que je faisais le bon choix? Ma mère était difficile, froide, manipulatrice, mais elle restait ma mère. La femme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait fabriqué mes costumes d'Halloween quand j'étais petite, qui avait pleuré lors de ma remise de diplôme au lycée. Avant que papa ne parte, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle était aujourd'hui, étais-je vraiment sur le point de l'humilier devant tout le monde? Puis je me suis souvenu de sa phrase, c'est ici que se trouvent les ratés. La façon dont elle l'avait dit sans colère, sans émotion, comme on énonce une vérité évidente. Comme si je n'étais pas sa fille, mais un problème à liquider. Et le visage de Lily. Sa petite voix, mamie, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Non. Non, nous n'avions rien fait de mal. Quelque chose a basculé en moi. Le doute s'est dissipé, remplacé par une certitude tranquille. Je ne faisais pas ça pour me venger. Je ne faisais pas ça pour blesser ma mère. Je faisais ça parce que Lily avait besoin de voir que ceux qui vous traitent mal doivent en assumer les conséquences. Elle devait comprendre que l'on n'est pas obligé d'accepter la cruauté sous prétexte qu'elle vient de la famille. Que se défendre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ma mère avait passé des années à m'apprendre que je n'étais pas à la hauteur, que j'étais l'échec, la brebis galeuse, la fille qui déçoit. Et je l'avais cru. J'avais passé ma vie entière à essayer de lui prouver qu'elle avait tort. Mais je n'avais plus besoin de son approbation. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je devais juste dire la vérité et laisser les documents parler. J'ai fermé les yeux et j'ai enfin trouvé le sommeil. Le matin du gala, mon téléphone s'est allumé avec une cascade de SMS de Brooke. Je sais que tu viens ce soir. Ne fais pas de scène. Signe les papiers, prends l'argent et disparaît. C'est mieux pour tout le monde, y compris pour Lily. Je les ai lus en prenant mon petit déjeuner avec Lily dans le réfectoire du refuge. Des flocons d'avoine instantanés avec du sucre roux, son préféré. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé, maman reçoit le prix de la philanthrope de l'année ce soir. Ne gâche pas ce moment pour elle.
Elle a travaillé dur pour l'avoir. J'ai failli rire. Ma mère avait travaillé dur en achetant son siège au conseil et en détournant des fonds destinés aux sans-abri. Mais dans le monde de Brooke, cela comptait comme une réussite. Puis un dernier message est arrivé, et celui-là m'a fait marquer un temps d'arrêt. Tyler a demandé le divorce hier. Il dit que si on n'a pas le prêt, ça ne sert à rien de rester ensemble. Il emporte tout ce qu'il peut. Je perds ma maison, Drew. Mon mariage, tout. Si tu signes pour la maison, je pourrais peut-être sauver quelque chose. S'il te plaît, on est sœurs. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Une part de moi, celle qui se souvenait de Brooke à 7 ans, me suivant partout dans la maison en voulant faire tout comme moi, a ressenti un pincement de sympathie. Elle perdait son mari, sa sécurité, tout ce sur quoi elle avait bâti son identité. Mais ensuite, je me suis rappelé sa voix au téléphone, les services sociaux pourraient être intéressés. Elle avait menacé de me prendre ma fille. Tu as choisi ton camp, lui ai-je répondu par SMS, et ce n'était pas le mien. J'ai bloqué son numéro et j'ai éteint mon téléphone. Lily a levé les yeux de son bol. Maman, pourquoi tu as l'air fâchée? Je ne suis pas fâché, mon cœur. J'ai souri et j'ai caressé sa joue. Je suis prête. Le Riverside Country Club brillait comme une boule à neige quand notre taxi s'est engagé dans l'allée circulaire. Des voituriers en gilet rouge s'empressaient d'ouvrir les portières des invités descendant de Lexus et de Tesla. À travers les hautes fenêtres, je voyais les lustres de cristal flamboyer au-dessus d'une mer de robes de cocktail et de smoking. Lily a collé son nez à la vitre de la voiture. On dirait un château, maman. C'est vrai, n'est-ce pas? J'avais fait de mon mieux avec ce que nous avions. Ma robe marine était un peu froissée à l'ourlet, mais propre. Lily portait une robe rose trouvée dans le coin friperie du refuge. Elle était un peu trop grande, mais Lily avait tournoyé devant le miroir pendant 10 minutes, ravie. Mes seuls bijoux étaient de simples perles appartenant à ma grand-mère, que j'avais refusé de mettre au clou, même au plus fort de ma détresse. Nous n'étions clairement pas à notre place ici. Cela sautait aux yeux dès le moment où nous sommes descendus d'un taxi plutôt que d'une berline de luxe. Mais Marcus est apparu à l'entrée, impeccable dans son costume gris anthracite, et m'a tendu la main pour m'aider à monter les marches. « Vous avez l'air prête » a-t-il dit doucement. « Je ne sais pas si je serai un jour prête pour ça. »« C'est le secret » a-t-il souri, « personne ne l'est jamais vraiment. » La salle de bal m'a coupé le souffle malgré moi, nappe en lin blanc, rose dans des vases en cristal, et un quatuor à cordes jouant quelque chose d'élégant dans un coin. Au-dessus de la scène principale pendait une banderole, gala annuel de la Hope Harbor Foundation, célébrons nos champions. Et là, au centre de cette banderole, trônait une photographie de ma mère. Je l'ai repérée à l'autre bout de la pièce, dans une robe à paillettes rouges, les cheveux parfaitement coiffés, riant avec un cercle d'admirateurs comme une reine tenant sa cour. Elle m'a vu au même instant. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, puis il est revenu, plus éclatant qu'avant, et elle a commencé à fendre la foule vers nous. Le jeu venait de commencer. Ma mère nous a interceptés près des tables des enchères silencieuses, où les invités misaient sur des forfaits spa et des week-ends dans des vignobles. Drew, tu es venu. Elle m'a embrassé la joue en évitant tout contact, puis a regardé Lily avec une expression indéchiffrable. Et tu l'as emmenée? Comme c'est gentil. Tu nous as invités, ai-je répondu calmement. C'est vrai. On se parle tout à l'heure. Elle m'a serré le bras assez fort pour me faire mal et s'est éclipsée pour saluer un autre donateur. La cérémonie a débuté 1 heure plus tard. Les invités ont rejoint leur place, les lumières se sont tamisées, et une vidéo a été projetée sur grand écran, des images du travail de Hope Harbor entrecoupées de témoignages de personnes aidées par la fondation. Puis, le directeur exécutif est monté sur scène. Et maintenant, le moment que nous attendions tous. Notre prix de la philanthrope de l'année revient à quelqu'un qui incarne tout ce que Hope Harbor représente, sa générosité, son dévouement, son plaidoyer inlassable pour les moins fortunés. J'ai observé le visage de ma mère alors que les éloges pleuvaient. Elle avait l'air humble, reconnaissante. Parfaite. Veuillez accueillir sur scène, Patricia Holland. Les applaudissements furent assourdissants. Ma mère s'est levée comme un papillon sortant de son cocon, se dirigeant vers le podium dans ses paillettes rouges, acceptant le trophée en cristal avec une grâce consommée. Merci, a-t-elle dit dans le micro, la voix chevrotante d'une émotion répétée. La famille est tout pour moi.
Je suis si chanceuse d'avoir mes filles ici ce soir, toutes les deux. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je crois aux secondes chances. Je crois que même ceux qui se sont égarés peuvent retrouver leur chemin. C'est tout l'esprit de Hope Harbor. La foule a applaudi de nouveau. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi avec des sourires compatissants. La fille prodigue accueillit à bras ouverts. J'ai gardé un visage neutre. Marcus, assis 2 tables plus loin, a croisé mon regard et a fait un signe de tête presque imperceptible. Pas encore, disait le geste. Laisse-la savourer son moment. La cérémonie s'est achevée, le dessert a été servi, et ma mère est passée à l'action. Elle s'est approchée de notre table, Tyler et Brooke à ses côtés, formant un front uni dans leur tenue de créateurs brillants sous les lustres. Les yeux de Brooke étaient rougis, elle avait manifestement pleuré. La mâchoire de Tyler était serrée par une frustration à peine contenue. « Drew, ma chérie », a dit ma mère d'une voix assez forte pour être entendue des tables voisines. « Est-ce qu'on peut se parler en privé? Juste entre nous? Dis ce que tu as à dire ici. » Son sourire s'est figé. « Très bien. » Elle a sorti un document de sa pochette. « J'ai les papiers de transfert ici même. Signe-les, et tout se termine ce soir. Je te ferai un chèque de 20 000 €. De quoi te remettre sur pied. Prendre un nouveau départ ailleurs. 20 000 €, ai-je dit d'un ton égal. Pour une maison qui en vaut presque 400 000? C'est une offre généreuse compte tenu de ta situation. Elle a jeté un regard éloquent autour de la pièce. Tu es sans emploi, tu vis dans un refuge. Tu veux sûrement mieux pour ta fille. Les têtes commençaient à se tourner. Les conversations s'arrêtaient. Je sentais le poids de dizaines de regards. Maman a raison, a lâché Brooke d'une voix chevrotante. Signe, Drew. On en finit. On est une famille. Tyler s'est penché, baissant la voix, mais pas assez. Pense à Lily. Quel genre de mère traîne son enfant dans une galère pareille? Une maison stable ou un foyer pour sans-abri? Le choix me semble facile. Les murmures autour de nous s'intensifiaient. Je voyais du jugement sur certains visages, de la pitié sur d'autres. Les riches invités de la fondation assistaient au dénouement d'un drame familial, et ma mère jouait parfaitement son rôle de matriarche inquiète tentant d'aider sa fille à la dérive. Lily a tiré sur ma manche. « Maman, pourquoi tout le monde nous regarde ?» J'ai serré sa main. « Pas encore, pensais-je. » Encore un petit instant. Et alors, de l'autre côté de la salle, j'ai vu Marcus se lever. C'était le moment où j'avais envie de m'enfuir. Tout le monde fixait, ma fille était perdue, et ma mère souriait comme si elle avait déjà gagné. Mais parfois, le moment où l'on se sent le plus vaincu est exactement celui où tout est sur le point de basculer. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification, car ce que Marcus a dit alors. Personne dans cette salle ne s'y attendait. Marcus s'est avancé vers nous lentement, délibérément, ses chaussures cirées claquant sur le sol de la salle de bal. Le quatuor à cordes s'était tu. Les conversations s'interrompaient au milieu des phrases. Excusez-moi, sa voix portait sans effort, la voix d'un homme habitué au conseil d'administration. Avant de continuer, je crois qu'il y a un point qui nécessite l'attention immédiate du conseil. Le sourire de ma mère n'a pas faibli, mais ses yeux se sont aiguisés. Marcus, ce n'est vraiment pas le moment de parler des affaires de la fondation. Au contraire, Patricia, il s'est arrêté à mes côtés, lui faisant face. Je pense que c'est exactement le moment. Il a sorti un document plié de sa veste. En tant que donateur fondateur de la Hope Harbor Foundation, l'article 7 de nos statuts m'accorde le droit de demander un audit indépendant en cas de preuve documentée d'irrégularité financière. Je fais valoir ce droit ce soir. Des murmures ont éclaté. Les invités échangeaient des regards. À la table d'honneur, j'ai vu Richard Okonko et Eleanor Whitmore se pencher avec une attention soudaine. « C'est absurde », s'est exclamé ma mère. « De quelles irrégularités parlez-vous » Marcus a déplié le papier. « J'ai des documents prouvant que 85 000 € des fonds de la fondation ont été utilisés pour acheter un véhicule personnel, une Mercedes-Benz classe E. » Il a brandi un second document. Voici l'immatriculation originale datant d'il y a 8 mois. Elle indique comme propriétaire Patricia Holland, et non la fondation Hope Harbor.
Le silence est devenu sépulcral. Le visage de ma mère a blanchi, mais sa voix est restée ferme. Il y a un malentendu. Ce véhicule sert au travail social de la Fondation. L'immatriculation dit le contraire, Madame Holland, a rétorqué Marcus d'un ton presque doux. Et des emails du personnel confirment que la facture a été délibérément mal classée pour camoufler cet achat. À l'autre bout de la salle, j'ai vu Eleanor Whitmore se lever. Je soutiens la motion pour un audit indépendant, a-t-elle déclaré, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Je me suis levé à mon tour. Tous les yeux étaient braqués sur moi, ma robe marine, mes chaussures empruntées, ma fille de 5 ans me tenant la main. Je n'avais jamais eu aussi peu l'air d'être à ma place dans ce décor étincelant. Et je ne m'étais jamais senti aussi sûr de ce que je devais dire. J'ai la correspondance par email confirmant cet achat, ai-je dit d'une voix stable, envoyée par votre propre secrétaire du conseil il y a 6 mois. J'ai sorti l'email imprimé de mon sac, celui que Sandra avait transféré à Marcus, celui que ma mère n'avait pas pu supprimer. Monsieur Whitfield, ai-je lu à haute voix, je suis préoccupé par l'achat du véhicule approuvé le trimestre dernier. Selon la facture, il devrait s'agir d'un Ford Transit pour les maraudes, mais l'immatriculation que j'ai traitée hier concerne une Mercedes-Benz classe E. Et elle est enregistrée au nom personnel de Madame Holland, pas au nom de la Fondation. Un frisson de stupeur a parcouru l'assemblée. À une table voisine, quelqu'un a chuchoté « Oh mon Dieu !» Le calme de Patricia a fini par voler en éclats. Drew, sa voix tremblait. « Comment peux-tu faire ça à ta propre mère ?»« Je ne te fais rien, maman. » J'ai replié l'email avec soin. Je lis simplement ce que ton propre personnel a documenté. Tyler a commencé à se faufiler vers la sortie, mais une voix l'a stoppé net. N'êtes-vous pas Tyler Mercer ? Un homme âgé à la table suivante le fixait. Celui dont l'entreprise a déposé le bilan le mois dernier ? J'ai vu ça dans le journal. Tyler s'est figé. Brooke a laissé échapper un petit son étranglé. Richard Okonko s'est levé. En tant que membre de ce conseil, je soutiens la motion de Madame Whitmore. Il nous faut un audit indépendant complet, immédiatement. Je vote pour, a lancé une autre voix au fond. Ma mère se tenait seule maintenant, Tyler et Brooke ayant battu en retraite, le trophée de la philanthrope toujours serré dans sa main manucurée. Les invités qui l'applaudissaient 10 minutes plus tôt chuchotaient maintenant derrière leurs mains, avec des expressions allant du choc au dégoût. Les documents avaient parlé. Mais je n'avais pas fini. Il y a encore une chose que le Conseil devrait savoir, ai-je ajouté, et ma voix n'a pas fléchi, sur les raisons pour lesquelles Madame Holland s'intéresse autant aux œuvres de bienfaisance ces derniers temps. La salle, déjà silencieuse, semblait retenir son souffle. Mon grand-père, le père de Patricia, est décédé il y a 2 ans. Il m'a laissé sa maison dans son testament, un petit cottage sans prétention, d'une valeur d'environ 380 000 €. Il a inclus une clause précisant explicitement que la propriété ne pouvait être transférée avant 5 ans sans mon consentement écrit. J'ai marqué une pause pour laisser l'information infuser. Depuis 1 mois, ma mère essaie de me forcer à lui céder cette maison. Pas pour une œuvre de charité, pas pour la fondation, mais pour l'entreprise défaillante de son gendre. J'ai jeté un regard vers Tyler, qui essayait de se fondre dans le décor. Elle m'a offert 10 000 €. Quand j'ai refusé, elle m'a déposé, moi et ma fille de 5 ans, devant un refuge pour sans-abri la veille de Noël. Les exclamations de surprise étaient audibles. Plusieurs personnes fixaient ma mère avec une horreur évidente. Elle m'a dit, devant mon enfant, que le refuge était l'endroit où les ratés avaient leur place. Eleanor Whitmore a pressé sa main contre sa poitrine. Patricia, est-ce que c'est vrai ? La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de script, pas de réponse soigneusement préparée. Brooke a commencé à pleurer ouvertement. Maman, dis quelque chose, j'essayais de l'aider, la voix de Patricia est sortie étranglée. Elle prenait de mauvaises décisions. Il fallait que quelqu'un lui montre. Lui montre quoi, est intervenu Marcus doucement. Que sa mère préférerait l'abandonner plutôt que de perdre le contrôle ? Le silence qui a suivi était accablant. Je n'avais pas levé la voix. Je n'avais pas hurlé ni porté d'accusation gratuite. J'avais simplement dit la vérité, et la vérité avait fait le reste. Dans le chaos des chuchotements et l'effondrement de ma mère, personne n'a remarqué que Lily lâchait ma main. Elle a marché vers Patricia.
de petits pas dans sa robe rose de friperie, Snowflake son lapin en peluche sous le bras. La foule s'est écartée pour la laisser passer, comme l'eau s'écarte autour d'une pierre. Ma mère a baissé les yeux vers sa petite fille et, pendant un instant, quelque chose a traversé son visage. Quelque chose de presque humain. Mamie, la voix de Lily était claire et aiguë, résonnant dans la salle de bal silencieuse. Pourquoi tu nous as laissés là-bas pour Noël? Il faisait vraiment froid, et maman pleurait. La salle a cessé de respirer. J'ai regardé le visage de ma mère alors qu'elle luttait pour répondre. Je l'ai vu chercher ses mots polis, son discours calculé, une façon de rendre l'horreur acceptable. Mais il n'y avait pas de discours possible pour ça. Aucune pirouette pour effacer la simplicité de la question d'une enfant. Pourquoi tu nous as laissés? Il faisait froid. La bouche de Patricia s'ouvrait et se fermait. Sa main, celle qui tenait le trophée en cristal, tremblait. Je battais commencer. Lily chérie, c'est compliqué. Les adultes, parfois. Madame Davis au refuge m'a donné du chocolat chaud, a continué Lily, ignorant le drame qui se jouait autour d'elle. Et elle a dit que maman était courageuse. Elle a dit que le courage, c'est de faire des choses difficiles même quand on a peur. Elle a levé ses yeux sans malice vers Patricia. Est-ce que tu as peur, mamie? C'est pour ça que tu as été méchante? Eleanor Whitmore a laissé échapper un son entre le soupir et le sanglot. Plusieurs autres invités essuyaient leurs yeux, et ma mère si parfaite, toujours en contrôle n'avait aucune réponse. Marcus s'est avancé doucement. Je pense que nous en avons assez entendu pour ce soir. Il avait raison. La question d'une enfant de 5 ans avait réussi là où les documents et les accusations auraient pu échouer. Elle avait balayé toutes les défenses et laissé la vérité à nu sous la lumière des lustres. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé avec la précision rapide d'une structure qui s'effondre. Richard Okonko a demandé un vote d'urgence. En 15 minutes, le Conseil avait voté à l'unanimité la suspension de Patricia Holland de ses fonctions, avec effet immédiat, en attendant les résultats de l'audit. Eleanor Whitmore, debout à sa table, a annoncé d'une voix tremblante qu'elle retirait le don annuel de 50 000 € de sa famille jusqu'à ce que la fondation prouve qu'elle a restauré l'intégrité de sa direction. D'autres donateurs ont suivi. À la fin du gala, près de 200 000 € de promesses de dons avaient été annulées. Le conseiller juridique du Conseil s'est approché de ma mère avec une formalité glaciale. Madame Holland, vous devrez fournir les justificatifs pour l'achat du véhicule sous 7 jours. Si l'audit confirme le détournement de fonds, vous devrez rembourser 85 000 €. De plus, le Conseil se réserve le droit de transmettre le dossier au procureur. Ma mère est restée figée, le trophée toujours en main, tandis que les invités défilaient devant elle sans croiser son regard. Tyler avait déjà disparu. J'ai appris plus tard qu'il avait commandé un Uber pendant que je parlais et qu'il était parti sans demander son reste. Brooke est resté seul à leur table, le mascara coulant sur ses joues, abandonné par tous. Avant de partir, je suis passé une dernière fois devant ma mère. Drew, sa voix était rauque. Comment as-tu pu? Je me suis arrêté et je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis mon enfance. Je ne t'ai rien fait, maman. Tu t'es fait ça toute seule. J'ai juste dit la vérité. J'ai pris la main de Lily. Au revoir, Patricia. L'utilisation de son prénom l'a frappé comme un coup physique. Je l'ai vu à son tressaillement, à la façon dont sa main s'est crispée sur ce trophée désormais vide de sens. Nous sommes sortis dans l'air froid de la nuit, et je ne me suis pas retourné. Marcus nous a rattrapés sur le parking, sa respiration faisant de la buée dans l'air de décembre. Drew, attendez. Je me suis tourné, Lily étant déjà à moitié endormie contre mon épaule, épuisée par une soirée qu'elle n'avait pas totalement comprise. Ce que vous avez fait là-dedans a demandé du courage, a dit Marcus. Plus de courage que la plupart des gens n'en auront en toute une vie. J'ai juste dit la vérité. C'est exactement ce que je veux dire. Il a marqué une pause et a cherché dans sa veste. J'ai une proposition pour vous. Ne répondez pas ce soir, réfléchissez-y d'abord. Il m'a tendu une carte de visite sobre et élégante. Fondation au pare-bord, division des services financiers. La fondation a besoin d'une nouvelle comptable. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui pourra nous aider à reconstruire ce que Patricia a abîmé. Ses yeux étaient bienveillants.
Je sais que vous cherchez du travail, et je sais de quoi vous êtes capable. J'ai vu vos états de service chez Morrison & Associates, 8 ans d'évaluation impeccable. Ce n'est pas rien. J'ai fixé la carte. Après ce soir, vous m'embaucheriez alors que j'ai aidé à démasquer un membre du conseil? Je vous embauche parce que vous avez aidé à démasquer un membre du conseil. Il a esquissé un léger sourire. La fondation a besoin de gens qui ont plus à cœur de faire ce qui est juste que de protéger les puissants. Envoyez-moi votre CV quand vous serez prête. Lily a bougé contre mon épaule, marmonnant quelque chose à propos de Snowflake. J'ai ajusté sa position, l'esprit tourbillonnant. Il y a encore une chose, a ajouté Marcus. La maison de votre grand-père. Vous avez dit qu'elle avait besoin de travaux. Le toit qui fuit, le chauffage capricieux. Je ne peux pas y vivre avec Lily tant que ce n'est pas réparé. La Fondation a un programme de réhabilitation de l'habitat de transition. Des subventions pour ce genre de situation précisément, pour aider les gens à rendre un logement habitable. Vous garderiez la propriété, et nous fournirions les fonds et les entrepreneurs. Il s'est arrêté un instant. Votre grand-père aurait apprécié l'ironie. Je pense que c'était un homme généreux. Je l'ai regardé, stupéfaite. Vous connaissiez mon grand-père? Édouard Hollande m'a accordé mon premier prêt il y a 30 ans, quand je n'avais rien. Le sourire de Marcus est devenu nostalgique. J'attendais une occasion de rendre cette gentillesse. Je pense qu'il serait fier de la façon dont vous avez géré la soirée. Janvier a apporté des changements que je n'aurais jamais osé imaginer. La maison de grand-père se dressait au bout d'une route tranquille, bordée de chênes nus dont les branches s'étiraient vers le ciel d'hiver comme des mains pleines d'espoir. Le toit avait été réparé. Le chauffage fonctionnait. De la peinture fraîche couvrait les murs dans les couleurs que Lily avait choisies elle-même, jaune pour la cuisine, bleu pâle pour sa chambre, vert tendre pour la mienne. Je me tenais sur le porche, mon café matinal réchauffant mes mains, et je regardais Lily chasser un écureuil sur la pelouse givrée. Elle riait, ce rire de tout son corps, sans retenue, que les enfants perdent trop vite. Mon premier jour à la Hope Harbor Foundation avait eu lieu le lundi précédent. L'audit avait tout confirmé, Patricia avait reçu l'ordre de rembourser 87 342 € à la fondation sous 60 jours, sous peine de poursuite pénale. Aux dernières nouvelles, elle avait mis la maison de Willowbrook en vente. Brooke vivait chez des amis. Tyler s'était volatilisé en Californie, les papiers du divorce envoyés à distance. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis le gala. Je n'étais pas sûr de le faire un jour. La maison était plus petite que le manoir de ma mère. 3 chambres, une salle de bain, une cuisine qui sentait encore un peu le romarin que grand-père faisait pousser sur le rebord de la fenêtre. Mais chaque centimètre carré était à nous. Personne ne pouvait nous l'enlever. Personne ne pouvait nous menacer de nous en expulser. Lily est revenue en courant vers le porche, les joues rouges de froid. Maman, est-ce qu'on pourra planter des tomates au printemps comme arrière-grand-père le faisait? Je l'ai serré dans mes bras. On plantera tout ce que tu veux, bébé. Et Snowflake, est-ce qu'il pourra avoir son propre jardin? Un jardin de lapins magique? Absolument. Elle a souri et a filé à l'intérieur pour retrouver son lapin, planifiant déjà leur empire agricole. J'ai regardé les arbres nus, la route silencieuse, le ciel commençant à s'éclaircir avec la promesse d'un jour nouveau. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le SMS est arrivé un mardi soir, 3 semaines après mes débuts à mon nouveau poste. Je préparais des spaghettis avec la recette de sauce que grand-père m'avait apprise autrefois, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif. Brooke avait un nouveau téléphone. Drew, c'est moi. Je sais que tu n'as probablement pas envie de me parler. J'ai posé ma cuillère en bois et j'ai fixé l'écran. Tyler est parti. Il a tout pris, les comptes, la voiture, même les meubles. J'ai dû emménager chez Amanda, une amie de la fac. Maman refuse de me parler. Elle m'en veut de lui avoir présenté Tyler, de l'avoir fait entrer dans la famille. Elle dit que j'ai tout ruiné. J'ai attendu. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour avoir menacé d'appeler les services sociaux, pour tout. J'avais peur, j'étais désespéré et je m'en suis prise à toi. Tu ne méritais pas ça. Est-ce qu'on peut se voir?
Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, mais tu es la seule famille qu'il me reste. J'ai lu les messages 3 fois, debout dans la cuisine de grand-père avec la sauce qui mijotait sur la cuisinière et les dessins de Lily couvrant le frigo. Une part de moi, celle qui se souvenait de Brooke à 7 ans, celle qui avait cru que nous serions toujours sœurs, avait envie de dire oui, de pardonner, de reconstruire. Mais l'autre part se souvenait de la veille de Noël, du refuge, de la menace pour Lily, de ces années passées à être rabaissée. J'ai tapé ma réponse lentement, en choisissant chaque mot avec soin. Je ne suis pas prête, Brooke. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai besoin de temps pour guérir de ce qui s'est passé, et je ne peux pas le faire en prétendant que tout va bien. J'espère que tu retrouveras ton équilibre, sincèrement. Mais je dois d'abord nous protéger, Lily et moi. Prends soin de toi. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis remise à ma sauce. Le pardon, j'étais en train de l'apprendre, n'est pas une dette que l'on doit aux autres. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même quand on est prêt. Et je n'étais pas encore prête. Le printemps est arrivé lentement, comme il le fait dans les endroits où l'hiver s'est bien installé. D'abord les crocus, puis les jonquilles, puis le duvet vert hésitant sur les chênes. Lily et moi avons planté des tomates un samedi matin, les mains noires de terre, les graines alignées en rangées soignées comme grand-père me l'avait montré des décennies plus tôt. Maman. Lily tassait la terre autour d'un plan. Pourquoi mamie ne vient jamais nous voir? Je me suis assise sur mes talons, époussetant mon jean. Je savais que cette question finirait par arriver. Parfois, ai-je dit avec précaution, les gens qu'on aime font des choix qui nous blessent. Et quand ça arrive, on a le droit de les aimer de loin, pour se protéger, en attendant de voir s'ils changent. Lily a réfléchi, son visage de petite fille redevenant sérieux. Est-ce que mamie est triste? Je ne sais pas, mon cœur. Peut-être. Je pense qu'elle l'est. Lily a hoché la tête avec la certitude de l'enfance. Les gens sont méchants quand ils ont peur. Madame Davis l'a dit. J'ai souri malgré moi. Madame Davis, la bénévole du refuge qui avait donné du chocolat chaud à Lily la veille de Noël, avait visiblement marqué les esprits. Madame Davis a l'air d'être très sage. Elle l'est. Lily est retournée à ses plantations, puis a levé les yeux à nouveau. Maman, je suis contente qu'on habite ici maintenant, même si mamie ne vient pas. Je l'ai serrée contre moi, cette petite personne courageuse que j'avais mise au monde, et j'ai respiré son odeur de terre fraîche et de shampoing à la fraise. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Plus tard cette nuit-là, une fois Lily endormie, je me suis installé sur le porche avec une tasse de thé pour regarder les lucioles clignoter dans le jardin. Ma mère m'avait traité de raté, mais j'étais là, j'avais un travail, un toit, je guérissais, et j'élevais une fille qui comprenait que la gentillesse compte et que les limites sont sacrées. Si c'était ça, être une ratée, alors je l'acceptais volontiers. Les documents avaient dit la vérité ce soir-là au gala, mais la vraie vérité était plus calme, plus simple. Je n'avais jamais eu besoin de l'approbation de ma mère pour connaître ma valeur. J'avais seulement besoin d'y croire moi-même. Et enfin, en regardant les lucioles danser dans le jardin de mon grand-père, c'était chose faite. Merci d'être resté jusqu'au bout de mon histoire. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà fait sentir que vous n'étiez pas assez bien, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, et que votre valeur n'a jamais été à eux de décider. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres récits de ce genre. Et rappelez-vous, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers les personnes qui méritent vraiment votre confiance. Prenez soin de vous. À la prochaine.